Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour ce dialogue littéraire hivernal. Nous nous tenons aujourd'hui au sein de la nouvelle exposition présentée dans l'espace d'art Les Abords, située à la Fac Ségalène. Vous pouvez y plonger au cœur du monde de la pêche grâce à une expérience immersive mêlant images et sons. Cette exposition collective, organisée par Nicolas Raban, est intitulée Fishing with John. Au programme de cette émission, une sélection de livres de saison, riches en montagnes enneigées, présentés par Laurane, Julien et Morgane. Nous évoquerons aussi la question des migrations, de l'accueil et de l'exil, dont se sont emparées deux écrivaines, Jeanne Benhammer et Marie Darrieussecq, que nous avons eu le plaisir d'accueillir à la librairie. Voici un roman marquant de la rentrée littéraire. On y suit Rose, femme ancrée dans notre temps, mère de 2 enfants, qui dans un geste spontané va tendre la main à un jeune migrant de l'âge de son fils. C'est un livre sur l'héroïsme, celui de tous les jours, et Marie Darrieussecq est venue nous en parler à la librairie. Bonjour Marie Darrieussecq. Bonjour Laura. C'est un plaisir de vous recevoir à la librairie Dialogue aujourd'hui, à l'occasion de la parution de votre roman La mer à l'envers, paru aux éditions POL. Rose part en croisière avec ses 2 enfants en mer Méditerranée pendant la période de Noël, pendant les vacances de Noël. Un soir, l'équipe du paquebot sauve une embarcation de migrants sur laquelle se trouve le jeune Younes. Rose et Younes se rencontrent. Vous écrivez sur l'exil, sur la migration, sur ce qu'on nomme la crise migratoire. À quel moment écrire sur ce sujet s'est imposé à vous ? Depuis au moins 2010. Et j'ai vraiment commencé le livre en 2013. Et c'est pas un livre sur la crise migratoire, c'est un livre sur nous, avec nos empêchements, nos embarras et notre désarroi face à la crise migratoire. Sur Rose, en fait, sur ce personnage de femme de 45 ans qui a tellement de choses à faire, qui a 2 enfants qu'elle élève comme elle peut, qui a un mari alcoolique, qui a un boulot qui la passionne mais qui la prend trop et qui, en fait, ne se sentait pas du tout concernée. Donc justement, elle va faire un geste envers ce jeune homme, elle va lui donner le téléphone portable de son fils Gabriel. Pourquoi ce geste, cette main tendue, que révèle-t-elle ? Le téléphone, c'est vraiment absolument indispensable quand on n'a pas de papier. Or, ils ont sans arrêt des incidents, des accidents, moi, j'ai beaucoup... j'ai apporté d'ailleurs des téléphones, à vrai dire, à des gens qui en avaient besoin. Et là, Rose, c'est pas son téléphone qu'elle donne, c'est le téléphone de son fils. Et ça va déclencher toute une série en fait, de micro-catastrophes dans la famille. J'espère aussi que c'est un roman un peu sur... C'est tellement absurde toute cette histoire, l'état dans lequel est la planète est tellement absurde qu'il y a aussi des côtés assez amusants, assez drôles, heureusement. Mais je voulais pas faire le roman de la belle âme qui sauve le migrant. C'est pas du tout cette histoire-là que je veux raconter. Donc votre livre se nomme La mer à l'envers et en effet on sent qu'elle est double cette mer. Elle est à la fois magnifique, c'est Rose et ses enfants qui sont sur ce paquebot, et mortifère, c'est Younes sur une embarcation prête à chavirer à tout moment. Cette dualité de la mer, elle vous a questionné également ? Moi, je suis née au bord de la mer, comme beaucoup de gens ici, à Brest. Moi, je suis née à côté de Biarritz. Et ma famille, du côté de ma mère, c'était des marins-pêcheurs, à la fois pêcheurs de poissons et puis marins shanghaïais, comme on disait, c'est-à-dire qui allaient à Shanghai pour le commerce ou à la morue à Terre-Neuve. Je vous parle du début du XXe siècle. Mais enfin, après, la pêche, ça a continué dans la famille. Et bien sûr que la mer prenait des gens, elle prenait des hommes, voilà. Et les femmes attendaient. Et donc, je connais ça depuis toute petite. Et en même temps, la mer, c'est le voyage, c'est le départ, c'est la mélancolie, c'est la beauté. Enfin, j'avais tellement de choses à dire, j'ai tellement rencontré et en Afrique, au Niger, au Cameroun, au Congo, et puis à Calais, à Paris, à la Porte de la Chapelle, et le campement qu'il y avait sous la Cité de la Mode, tout ça. Je débordais d'histoires, en fait. Donc, ça a donné ce roman. À un moment, donc, la famille de Rose habite à Paris et ils décident de déménager à Clèves. Le fait d'arriver à Clèves, est-ce ici l'espoir d'une réinvention pour Rose ? Quand on rentre au pays, on est déçu parce que c'est pas le pays de l'enfance, c'est pas le pays qu'on a quitté. Il a changé le pays pendant que vous changiez aussi. Donc elle trouve un autre pays. Et c'est l'histoire des gens qui quittent et qui reviennent au pays. Et Rose, évidemment, elle est du côté non dramatique de cet exil-là. C'est un exil de bourgeoise, en fait. Enfin, de petite bourgeoise. Mais il y a aussi là-dedans une forme d'exil, une vraie forme d'exil. Et elle peut dialoguer un peu de ça avec Younes. Enfin, c'est assez surprenant, mais il y a un terrain d'entente aussi. Oui, je pense qu'ils s'apportent vraiment mutuellement, un peu contre toute attente, parce que lui aussi, il est casse-pied. Enfin, c'est un ado, il est embêtant comme un ado. Et en même temps, il lui ouvre un monde, c'est évident. Et
Ce ne sont pas des gens sublimes, justement. C'est vraiment un roman sur des gens qui ne sont pas du tout des héros. Et elle, c'est vraiment pas une héroïne, mais en même temps un petit peu quand même. Voilà. Nous sommes en 1910, sur un bateau à l'approche d'Ellis Island, porte d'entrée dans le rêve américain. À son bord, un patchwork de langues, d'espoir d'une vie meilleure, de rêves, mais aussi d'attentes et de peur. Dans Ceux qui partent, roman porté par une écriture sublime, Jeanne Benhammer explore ce que provoque l'exil, qu'il soit choisi ou non. Écoutons-la dès maintenant au micro de Jean-Philippe. Jeanne Benhammer, bonjour. Bonjour. Merci d'être ici à la librairie Dialogue. On a le plaisir de vous accueillir pour votre nouveau livre, Ceux qui partent, aux éditions Actes Sud. Est-ce qu'on pourrait, en quelques phrases, pour commencer, présenter ces personnages, ces émigrants qui quittent leur terre pour arriver à Ellis Island? Peut-être dire que j'ai commencé avec ces émigrants et que sont arrivés ceux de New York. Et qu'en fait, il y a deux pôles. Mais ça, je n'en étais pas consciente au moment où j'ai commencé à écrire. Et finalement, le roman, c'est la rencontre entre les deux. Sur le paquebot qui est arrivé, il y a Donato et Emilia, Qui viennent donc de et sa Vicence, fille, qui viennent de Vicence en Italie, et qui sont des gens qui n'ont pas été poussés par la misère pour partir, mais plutôt poussés par le dépérissement de leur propre vie. Il y a aussi un jeune homme qui fait partie du groupe des Bohémiens, mais qui dans le fond a peut-être envie de savoir ce que c'est que de vivre dans une maison. Il y a aussi celle qui était la femme de la couture, celle qui invente les vêtements et qui est rescapée du massacre d'Adana en Arménie et qui, elle, est venue là parce qu'elle n'a plus rien. En fait, ça s'appelle Ceux qui partent parce que chacun part de l'intérieur de lui-même pour faire un pas et pour avancer dans sa propre vie. Évidemment, on pense aujourd'hui, puisqu'on lit ce livre en 2020, on pense évidemment à la situation de tous les réfugiés politiques qui traversent la mer Méditerranée et qui pour beaucoup meurent. Comment vous percevez ça, ce rapport temporel à l'émigration? Ce qui me frappe, c'est que les questions sont toujours les mêmes. C'est-à-dire qu'il y a des pays qui ouvrent les bras tant qu'ils ont besoin que d'autres viennent travailler dans le pays. C'est le cas à New York. C'était le cas en France aussi. Et puis à un moment, on referme les frontières parce qu'on estime que ça y est, le quota arrive parce qu'on a ce qu'il nous faut. Et alors s'installe la peur. Et en effet, dans le livre, vous déconstruisez cette idée d'une terre promise américaine. Ils peuvent arriver évidemment avec cette illusion-là, mais elle est vite, dans le livre, mise à distance et secouée. Et oui, parce que quand on arrivait à Ellis Island, c'était terrible. Le passage sur cette île et tous les contrôles qui devaient être faits. Et il y avait la peur aussi d'être refoulés. Alors en fait, il n'y a pas eu beaucoup de gens qui ont été refoulés par rapport au nombre des migrants qui sont entrés. Mais la peur, elle était vraiment là. Et c'était... évidemment, je me suis beaucoup documentée. Et c'est terrible, il y a des photos, les gens sont traités vraiment comme du bétail. Vous parliez tout à l'heure d'émigrés aujourd'hui qui sont des réfugiés politiques. Mais moi, je voudrais parler aussi des réfugiés économiques. Des gens qui viennent, peut-être leur pays n'est pas forcément dans des guerres farouches, mais par contre, ils ne peuvent plus y vivre parce que la misère est telle que ça n'est plus possible. Donc ça m'intéresse aussi beaucoup. Vous dites aussi dans le livre que la langue personnelle, la langue maternelle, donc l'italien pour certains, c'est un pays qui continue sans le pays. Si la langue est toujours incarnée, alors il y a la vie. Et oui, parce que la langue, c'est le souffle premier. Et donc, tant qu'on peut articuler des mots dans sa langue maternelle, le pays vit encore, où qu'on soit. Il est à présent temps de découvrir une collection d'ouvrages hiver 2020 présentée par Laurane, Julien et Morgane.
J'ai choisi de vous présenter ce livre, Double Espresso, de Cédric Sapin-Defour, paru aux éditions Paulsen début janvier 2020. C'est un recueil de chroniques qui paraissent normalement dans un magazine qui s'appelle Alpine Mag, qui est un magazine dédié à la montagne, où Cédric Sapin-Defour réalise des courts textes qui décrivent la vie à la montagne, que ce soit la vie de passionnés, de sportifs ou de gens qui habitent et travaillent en montagne. Donc il dresse un portrait dans ces différentes chroniques et dans ce recueil qui est à la fois poétique, corsé, parfois doux, mais jamais fade dans ce qu'il écrit. Ce qui m'a vraiment plu dans ce livre, qui est un deuxième volume, c'est qu'on retrouve vraiment une âme dans tout ce qu'il écrit. Ça va parler à tout le monde parce que c'est vraiment écrit avec le cœur. 100 millions d'années et un jour aux éditions L'Iconoclaste, le très beau livre de Jean-Baptiste Andréa. Cet auteur avait déjà publié l'année dernière un très beau roman qui s'appelle Marraine, que je vous conseille aussi. Et là, il nous transporte au cœur des montagnes alpines. On va suivre l'histoire d'un paléontologue dans les années 50 qui est obsédé par la recherche d'ossements qu'on a découvert à cause de la fonte des glaciers. Il va constituer une équipe de quelques chercheurs et de personnes qui vont l'aider à creuser. Malheureusement, en fait, leur aventure prend un peu plus de temps que prévu. Et l'hiver arrive, il va s'accrocher et mettre en danger son équipe puisqu'il veut absolument aller jusqu'à la fin de cette histoire. Je ne vous dis pas ce qui se passe, en tout cas je vous invite vivement à le découvrir. Donc voilà, en cette période un petit peu hivernale à lire au coin du feu, on ressent tous les éléments et c'est pour ça que je vous invite vraiment à découvrir ce très beau roman. Entre neige et loup aux éditions Jungle, une magnifique bande dessinée d'Agnès Domergue et Hélène Canac à lire seule dès 10 ans. On y découvre Lila. Lila, c'est une petite fille qui vit avec son père. Elle n'a jamais quitté sa maison qui a un peu été organisée comme un endroit enchanté, un jardin japonais. Son père et elle vivent sur une île tout enneigée et son père l'a toujours convaincue d'une chose, qu'elle avait peur de la neige. Seulement, un jour, le papa de Lila part en mer pour aller chercher à manger et ne revient pas à l'heure dite. Lila s'inquiète et se lance à sa recherche. Elle est accompagnée de son chat, Bambou, et de 2 amis grenouilles, Mochi et Mochi. Lila va apprendre à grandir, à oser, à prendre confiance en elle, à découvrir aussi la richesse de l'amitié et la force qu'elle possède. Donc c'est une très belle bande dessinée, aux magnifiques couleurs. On passe du froid de l'hiver aux couleurs chatoyantes du printemps, une beauté. Notre émission se termine. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous le mois prochain pour de nouvelles explorations littéraires. Et d'ici là, nous vous attendons à la librairie pour de belles rencontres et de réjouissants conseils. À bientôt!